un individu peut-il renoncer lui-même à sa propre liberté? C'est un sujet philosophique très important à laquelle tous les philosophes ont fini par répondre que non. Mais bizarrement, on a eu l'impression que les Africains, nombreux Africains ont décidé de renoncer à leur liberté. Mais c'est ce qui n'est même pas vrai. Parce que les mêmes qui vous expliquent et qui vous racontent que la démocratie ne nous a rien apporté, pour la plus grande majorité d'entre eux, sont planqués en Europe démocratique. Ils y élèvent leurs enfants qui ont la nationalité. Oh, Camille Seba, il a retiré la nationalité de force. De lui-même, il ne serait jamais parti, puisque la démocratie, c'est bon. Il en a besoin. On lui a retiré de force et tous ces gosses sont restés en Europe. Tous ces gosses sont restés français. On ne leur a pas retiré la nationalité. Il n'a pas dit que pour montrer ma dignité, moi, vous m'avez retiré la nationalité de force, je la retire à tous mes enfants mineurs. Il n'a pas dit je la retire à tous mes enfants mineurs. Non, non, non. Continue à bénéficier. Ces enfants continuent à bénéficier des soins de santé, de l'école, tout ça. Mais ce sont ceux-là qui vous font des chansons pour vous raconter tous les jours que la démocratie ne nous a rien donné, la démocratie n'est pas bonne. Ce sont ceux-là qui sont là en train d'essayer de mentir, les plus faibles d'entre eux, pour leur faire croire que non, débarrassez-vous de la démocratie, tout va bien. Leurs enfants, et parfois eux-mêmes, je pense à ce professeur de philosophie en banlieue, d'une province, qui lui, ses enfants, sa nationalité française, ici accroche, il a même renoncé à la nationalité camerounaise. Il y a renoncé, parce que tellement la démocratie c'est mauvais. Donc, continuez à tapoter. Pour s'échauffer, je vais vous faire écouter un brin du rapport raconté par un des journalistes qu'il a fait. C'est Conflict Armament Research qu'il a fait, qui est un groupe américain, un groupe mondial, qui s'occupe justement de s'occuper de l'origine des armes de conflit. Et ils étaient déjà impliqués dans la même enquête qui avait démontré qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Donc les mêmes qui nous répètent que les États-Unis ont menti, ben il faut savoir qui a découvert que les États-Unis ont menti. Ce ne sont pas les Russes. Non, ce sont des organismes non gouvernementaux, occidentaux, qui ont découvert et qui ont dénoncé le mensonge de George W. Bush et de toute son administration sur le fait qu'il y avait des armes de destruction massive. Parmi ces organismes, vous avez des journalistes, notamment le Washington Post qui a joué un grand rôle, mais vous avez aussi des ONG comme CAR, qui a joué un grand rôle. Que disent-ils des armements, des armes des djihadistes au Sahel? On les écoute. C'est une importance qui est vraiment s'est amenuisée. Qui revient malheureusement. C'est un sujet qui revient malheureusement de manière très récurrente sur nos antennes, les attaques de groupes armés dans le Sahel, qu'ils soient rebelles ou djihadistes, ces hommes sont munis d'armes en tout genre. D'où viennent ces fusils d'assaut, ces mitrailleuses, ces lance-roquettes? Comment ces groupes s'approvisionnent-ils et où? Une grande enquête menée par l'ONG Conflict Armament Research lève le voile et nous recevons l'un des auteurs principaux du rapport. Bonjour Léo Jarry. Bonjour monsieur. Merci d'être sur France 24. C'est le deuxième rapport de la série Perspective de la ligne de front au Sahel. Vous êtes ici donc concentré sur l'approvisionnement en armes de ces groupes armés et notamment des djihadistes. Avec quelle méthode de travail d'abord? Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, c'est le deuxième rapport donc de cette perspective de la ligne des fronts de cette série. Le premier rapport traitait de la question des munitions. Et ce présent rapport, qui sort donc aujourd'hui, traite de la question des armes. La méthodologie chez Conflict Armament Research, que l'on appelle CAR, est assez simple. Nous nous déployons, auprès des forces locales dans les pays avec lesquels nous travaillons. Donc au Sahel, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et nous allons sur les zones de tension pour pouvoir documenter, c'est-à-dire procéder par enquête photographique et puis ensuite par un travail plus approfondi. Nous travaillons sur les armes illicites que saisissent ces autorités-là. Et donc nous avons, au cours des 10 dernières années d'existence de Conflict Armament Research, même un petit peu plus, nous avons travaillé donc avec ces 3 pays pour comprendre un peu d'où provenaient les armes de ces groupes djihadistes. Pays dirigés par des juntes, ça ne nous a pas empêché de collaborer? Non, pas du tout. Conflict Armament Research les activités de Conflict Armament Research ont largement pu survivre aux évolutions politiques régionales. Aujourd'hui, la limite de nos activités dans la région est un peu plus la conséquence de politiques budgétaires de nos donneurs que d'une nouvelle politique des autorités de ces pays-là. Première conclusion,
pas de fantasme à avoir sur un éventuel marché djihadiste de l'armement, ça n'existe pas. Vous révélez que ces groupes se servent finalement chez eux, il n'y a pas de réseau extérieur. Tout à fait, c'est la principale trouvaille, si j'ose dire, de ce rapport. Les groupes djihadistes n'ont pas besoin et ne vont d'ailleurs pas privilégier un approvisionnement en armes qui est très lointain ou très très distant de leur zone d'opération. Nous estimons donc que c'est la source même de leur résilience et leur capacité à s'ancrer localement, y compris pour ce qui est de leurs approvisionnements en armes. Comment cela se traduit-il? Eh bien, très concrètement, ces groupes djihadistes vont finalement s'ancrer dans des dynamiques locales pour leur gouvernance, mais aussi leurs approvisionnements. Mais est-ce que les panafricains qui nous écoutent peuvent comprendre ce français compliqué là? Ah là là. C'est-à-dire ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'importation d'armes extérieures sur le Sahel qui permet d'alimenter les groupes djihadistes. Ces armes viennent du Sahel même, des armées de la région. C'est là du Sahel et des armées de toute la région, de toute la CEDEAO et tout autour. C'est là qu'ils trouvent leurs armes. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il n'y a pas d'armes importées d'ailleurs. D'ailleurs, ces armes sont majoritairement chinoises, etc., russes, etc. Et que les théories selon lesquelles les Français arment les djihadistes, tout ça ne peuvent pas tenir. Les Français ne fabriquent pas de Kalachnikov. C'est à peu près ce qu'il est en train d'expliquer. En attaquant, donc évidemment... Il y a un type dans les commentaires qui écrit un blanc qui parle de l'Afrique, Sia ou un truc comme ça. J'aimerais lui dire, le père de celui qui parle est russe, ça va? Ça passe? Quand c'est un russe, ça passe, il a le droit de tuer? Il a le droit de massacrer? Des forces armées, les forces de sécurité, contestant les autorités de ces dernières. Et puis, c'est ce que l'on explique dans ce rapport, une grosse partie de ces armes-là, à minima 20%, proviennent directement des stocks des forces armées et de sécurité, ont été capturés sur le champ de bataille par ces groupes djihadistes. Donc il y a un caractère opportuniste. Tout à fait, local et opportuniste. Oui. Ils récupèrent les armes des armées qu'ils affrontent. Votre rapport finalement montre à quel point ces armées basées dans le Sahel sont vulnérables. Elles le sont parce qu'elles combattent un ennemi qui est très actif, un ennemi qui devient de plus en plus puissant, qui prend pied réellement sur ces territoires. Et puis, bien sûr, c'est un cercle un petit peu vicieux puisqu'à pas... Le terrorisme monte en puissance. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans le Sahel, le terrorisme monte en puissance. Les gens ont tiré sur le général anglais, le général américain. Je répète encore que tout ce que l'anglais a dit, c'est ce qui se trouve dans tous les rapports possibles existants. Et ceux qui tirent sur l'anglais sont incapables de vous sortir le moindre rapport contraire, la moindre étude contraire, même sortie du Parlement russe de la Douma, ça n'existe pas quelque chose qui dit autrement que ces régimes aujourd'hui ne combattent plus le terrorisme. Ils utilisent des mercenaires pour protéger leur pouvoir et rester le plus longtemps. C'est ce qu'a dit l'anglais, c'est ce que disent toutes les études venues des ONG, de l'ONU, de tout le monde. Je rappelle encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui nous allons parler de Bamako, du Mali, où il y a eu une grosse manifestation contre Ibrahim Traoré. Hier, des Maliens vont monter tout à l'heure, on chauffe encore la salle pour nous dire ce qui s'est passé et pour l'instant, nous sommes en train d'écouter le résumé du rapport sorti par l'organisme CAR, Conflict Armament Research, sur l'origine des armes du Sahel. Juste après ça, nous allons commencer. À partir du moment où vous perdez du matériel qui ensuite rentre un petit peu dans les arsenaux de l'ennemi, cet ennemi croît. Évidemment, gagne en capacité militaire et devient de plus en plus dangereux. On aurait pu penser que la chute de Kadhafi et la guerre civile en Libye en 2011 aurait pu inonder la région en armes. Vous dites que oui, ça a été important, mais c'est pas déterminant non plus dans l'armement de ces groupes. Tout à fait. Alors, ce que l'on observe, c'est qu'en réalité, la proportion des armes qui sont identifiées comme provenant des stocks de la Jamaïria libyenne, donc tombée en 2011, ne représente environ dans les stocks djihadistes que 7% de l'arsenal. Ce qui montre bien... 7% de l'arsenal des stocks djihadistes vient de la Jamaïria arabe libyenne. 7%, ce n'est pas la destruction de la Libye qui a causé la destruction au Sahel, ce qui est totalement faux. Et ce que j'ai souvent rappelé ici, Boko Haram est actif depuis 2003, Kadhafi était au pouvoir. L'Algérie, qui a une longue frontière avec le Niger et le Mali, est détruite par le terrorisme depuis 1991. Et les terroristes algériens ont déboulé sur le désert malien et nigérien. Je rappelle encore que la Libye n'a aucune frontière avec le Mali. Pour que la déstabilisation de la Libye puisse être la cause de la déstabilisation du Mali, il faudrait que les pays frontaliers de la Libye soient également touchés, à savoir le Niger, qui n'a été touché qu'à partir du moment où le Mali a perdu pied. Il n'y a pas que le Niger, hein. La Tunisie est frontalière à la Libye, le Tchad est frontalier à la Libye, l'Égypte est frontalier à la Libye,
je ne sais pas qui encore est frontalier, même l'Algérie également est frontalière à la Libye, n'ont pas été touchés par la destruction de Muammar Kadhafi. Ce sont des fausses théories qui sont inventées dans des officines qui ne comprennent même pas ce qui se passe, mais il faut vendre une espèce de haine de l'Occident, que c'est parce que l'Occident a fait tomber la Libye. J'ai encore lu ça encore hier, que depuis qu'on a fait tomber Kadhafi, la Libye est dans le chaos. C'est faux. Les études de satisfaction des populations sur leur bonheur et leur confiance en l'avenir nous démontrent encore que la Libye est le pays africain où les gens sont le plus heureux. Je les ai publiés ici. Je vous ai donné les liens pour ceux qui en veulent redemander, je les redonnerai. La Libye est le pays où les populations en Afrique sont les plus heureuses. D'année en année, depuis 2018, c'est soit la Libye, soit l'île Maurice, soit la Libye, soit l'île Maurice. La Libye n'est pas tombée dans un chaos. Ce n'est pas vrai. La Libye n'est pas tombée dans un chaos. C'est un pays qui évolue parfaitement bien. Les Libyens sont très contents de la chute de Muammar Kadhafi. Ceux qui vous disent que la chute de Muammar Kadhafi est une catastrophe sont ceux qui n'iront pas y habiter. Sont ceux qui ne cherchent pas à y aller. Sont ceux qui essaient de fabriquer comme leur amour de la Russie, mais ne jamais y mettre les pieds. On continue. Que c'est un apport qui peut-être à un moment a été très important, mais qui aujourd'hui sur une période de 10 ans a eu tendance en tout cas à devenir bien moindre. C'est une importance qui est vraiment s'est amenuisée. Alors bien sûr c'est la conséquence aussi directe du fait que ces groupes-là n'ont pas besoin d'aller jusqu'en Libye pour s'approvisionner en armes. Ils vont encore une fois constituer leur stock principalement sur des stocks locaux. Et du coup, est-ce que les djihadistes s'arment de la même manière qu'on soit issu de l'État islamique ou d'Al-Qaïda? La méthodologie d'approvisionnement est la même, donc on va faire place belle évidemment aux captures sur le champ de bataille, c'est-à-dire à la prédation sur les stocks nationaux. On va aussi utiliser beaucoup d'armes qui circulent déjà dans la région. En revanche, la constitution de ces arsenaux va du coup différer, puisque bien sûr étant localisés, ce que l'on observe c'est une dichotomie entre des groupes qui parfois ont la même affiliation. Vous prenez par exemple l'État islamique au Sahel, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le premier opérant dans la zone des 3 frontières, entre Mali, Burkina et Niger, et le second opérant au lac Tchad. Ces deux groupes, pourtant alliés, ont des arsenaux qui diffèrent notamment. Et donc, vous ne trouvez pas les mêmes séries d'armes. Ce qui est intéressant parce que... Donc, c'est vraiment la géographie qui prime. C'est la géographie. C'est pas l'idéologie. Tout à fait. Et il y a donc un paradoxe parce que si vous prenez Al-Qaïda ou Daesh, oui. Ces entités-là, en règle générale, nous avons tendance à les penser comme des entités presque intégrées, très internationalisées. Elles le sont certainement dans leur propagande. Non, les armes que l'on retrouve dans les arsenaux des djihadistes. Alors, c'est des armes de type militaire, type commun, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les stocks des États de la région. Vous avez donc comment puis-je simplifier, des kalachnikovs, des variantes de kalachnikov. Ouais, vous avez pas ça, non? Ça c'est pas une kalachnikov? Non, ça pas du tout. Excusez-moi, j'ai pas vu des images s'afficher derrière moi. Non, alors là vous avez par exemple un AK-103-2, etc. Donc qui est une variante de fusil kalachnikov. Vous avez là ici un HK. Un fusil d'assaut, un autre type de fusil d'assaut. Comme vous les voyez donc, pas, je passe. Donc c'est pas forcément des armes sophistiquées. Non, ça n'est pas nécessairement des armes sophistiquées. Mais ça n'empêche pas ces groupes d'être puissants dans ces régions-là. Tout à fait. Ces groupes sont très puissants, encore une fois, parce qu'ils s'ancrent dans des dynamiques locales. Ce sont des groupes qui arrivent à très bien s'ancrer, à très bien se mouvoir dans ces dynamiques locales. Ce sont souvent des groupes qui sont nés de griefs locaux, qu'ils ont su exploiter à leurs avantages. Est-ce que vous avez trouvé des armes provenant de pays occidentaux ou pas du tout? Alors, des armes provenant de pays occidentaux, des armes qui auraient été fournies par des pays occidentaux aux djihadistes, non, pas du tout. Ça, nous n'en avons pas trouvé trace. Est-ce que vous avez compris? L'organisme Conflict Armament Research CAR n'a pas trouvé d'armes provenant des pays occidentaux chez les djihadistes. Je rappelle que c'est le même organisme qui a largement contribué à démontrer qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. N'allez pas nous raconter des histoires que non, mais ce sont les Blancs qui essaient de se couvrir. Non, ce ne sont pas les Russes qui avaient démontré qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive, ce sont des ONG occidentales et des médias occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, les milieux pseudo-panafricanistes ont fait du terme média occidental le diable. Mais quand vous leur demandez quels sont les médias orientaux, nordiques que vous écoutez, il n'y a plus de réponse. C'est parce qu'en fait, ils n'écoutent que de la propagande auto-inventée, auto-créée. Donc, il n'y a pas d'armes d'origine occidentale qui alimente, c'est la vérité, la pure vérité. Je ne peux pas retourner au champ. Il y en a un qui me dit retourne au champ. Moi, je suis nègre de maison, je ne peux pas retourner au champ. Nous, on aime le salon, on aime bien manger, pas des os qu'on vous donne là. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé trace d'un soutien extérieur, quel qu'il soit, à ces groupes djihadistes. Nous, ce que nous voyons, c'est que ces groupes sont autosuffisants. Encore une fois, et je souhaite vraiment souligner ce fait-là, ces groupes djihadistes sont très puissants parce qu'ils sont autosuffisants.
Ils sont sans doute aussi reconnus par l'autorité centrale de leur mouvance d'allégeance parce qu'ils ont cette capacité à survivre localement sans avoir à compter sur des soutiens extérieurs. Merci beaucoup. Donc, nous avons fait le point. C'était juste pour vous faire écouter ce rapport donc sur les armes, pour comprendre d'où viennent les armes des djihadistes. C'est un faux débat. Vous vivez dans des mensonges pour ceux qui continuent à croire à ce genre de baliverne que ce sont les Occidentaux qui arment les djihadistes. C'est pas vrai. Je rappelle, Boko Haram, depuis 2003, n'a jamais accusé personne d'armer les djihadistes. L'Algérie s'est battue seule pendant 10 ans. Dans ce qu'elle appelle la décennie noire 1991-2001, quand les djihadistes n'a jamais accusé personne, pourtant l'Algérie a de gros problèmes avec la France, n'a jamais accusé personne de venir armer des djihadistes de chez lui, ce sont des pays sérieux et responsables. Depuis 90, vous avez la Somalie qui est détruite par le djihadisme et les shebabs, les tribunaux islamiques jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais rien accusé, c'est juste de la lâcheté, juste de l'incompétence, c'est pour cacher de l'incompétence de putschistes qui sont arrivés au pouvoir au début des années 2020, en commençant par Assimi Goïta au Mali, qui est arrivé en renversant un président, soi-disant pour régler des situations comme d'habitude, et il est là, maintenant il veut se donner 5 ans. Assimi Goïta a fait 5 ans de pouvoir, il a fait un coup d'État, il faut le rappeler, parce que les régimes civils violent les constitutions, nous a-t-il dit. Lui, il est arrivé, il était incapable, puisque c'est tellement facile de respecter une date de départ du pouvoir. Assimi Goïta n'a pas été capable de nous dire quand est-ce qu'il partait du pouvoir. Et rien que pour répondre à cette question, quand est-ce que tu mets fin à ton pouvoir et que tu pars, il a préféré livrer un bras de fer à la CEDEAO et à l'UEMOA qui lui ont bloqué les vivres pendant 8 mois. Le peuple malien a souffert, l'argent n'arrivait plus, les médicaments n'arrivaient plus, mais il a préféré juste pour que son pouvoir lui soit éternel et sans date. Et je vous avais dit, pour ceux qui ont sans intelligence, ils ont déjà compris. Parce que quand on fait des sanctions, là, vous dites qu'on s'en fout, on est là, on n'est pas mort. Non, les gens meurent pour de vrai. Les gens meurent. Un chef qui refuse de plier à ça, fait très attention. C'est ce qu'il a fait pendant 8 mois, juste pour ne pas donner la date à laquelle il voulait que son pouvoir finisse, alors qu'il a renversé des gens parce qu'ils restaient au pouvoir illégalement ou je ne sais comment. Ensuite, il a fini par donner une date. Cette date s'est épuisée. Il l'a prolongée jusqu'en mars 2024. Mais avant ça, il a organisé un référendum constitutionnel, d'une constitution qu'il a lui-même imaginée, qu'il a lui-même inventée. Il a fait venir ses copains. C'est pas une constitution libre. Il a fait venir ses copains pour inventer une constitution. Ils ont inventé une constitution, c'est-à-dire qu'elle est sur mesure. Elle est faite pour lui et à son bonheur. Constitution dramatique d'ailleurs dans laquelle, parce qu'en fait, les accords d'Alger de 2015 faisaient que la nouvelle constitution devait intégrer la dimension, j'ai pas envie de dire de l'autonomie, de la spécificité touareg, et c'était la sortie définitive de la crise. Et depuis là, on n'y arrivait pas. Et lui, la constitution qu'il fait, il écarte cette question de la spécificité touareg. Il l'efface complètement. Il dit, il n'y a pas de question touareg. Donc, toutes les négociations que les autres ont fait à travers le monde ne servent à rien. Et c'est ça qui a provoqué, en fait, le retournement de situation, que les mêmes touaregs qui étaient des alliés de son pouvoir sont devenus ses ennemis. Et qu'il a commencé à les appeler du jour au lendemain des terroristes. C'était pas des terroristes, ils étaient à Bamako. Ils étaient à Bamako, ils étaient payés par des salaires de l'État. Ils avaient des 4x4 rutilants, des Toyota V10 blanches, pour vous dire que je les connais, qui étaient fournis par l'État malien avec des salaires mensuels. Du jour au lendemain, ils décident de rompre unilatéralement des accords qui ont été conclus sous l'égide des Nations Unies, avec la présence de la CEDEAO, avec la présence et la signature des voisins, de l'Algérie, etc. Lui seul, il refuse de le faire parce qu'il fallait voter cette constitution. Ça a provoqué la guerre de Kidal. On est allé reprendre Kidal. Les crétins ont compris. Les crétins ont suivi, ce qui était faux. Kidal n'est jamais parti. Il y avait une base onusienne là-bas, il y avait une représentation de l'armée malienne à Kidal. Kidal n'a jamais quitté le giron malien. Jamais, c'est faux. Tout le reste, c'est des mensonges. Jamais. C'est en ce moment-là qu'il a fait des Kidalois ses ennemis. Salut mon frère Adango. C'est en ce moment-là qu'il a fait des Kidalois ses ennemis. Et qu'il est allé maintenant en guerre pour aller combattre ceux qui étaient ses alliés. Mais les Kidalois sont faibles en fait. Ils sont pas aussi armés que ça. Bon, la constitution est passée. Au moins, il y avait un bon côté, au moins une constitution est passée. Non, bientôt élection. Les élections ont été oubliées. Le vote de cette constitution, c'était en juin 2023. Ça fait presque 2 ans. Juin 2023. Une constitution a été votée. Constitution sur mesure pour lui. Il n'arrive plus à l'appliquer. Je vous rappelle, pourquoi Assimi Goïta fait le coup d'État? Parce que les régimes civils ne respectent pas les constitutions. Parce que les régimes civils ne respectent pas les lois. Ça fait la 40e que lui n'a pas respecté. Celle que lui-même il a mis en place. Les transitions dont il fixe les pouvoirs et la durée, il ne les a pas respectées. Il a fait voter une constitution qu'il a immédiatement oubliée. Il n'y a plus de date du vote. Oui, mais un pays en guerre ne peut pas aller aux élections. Ah bon?
Mais le même Assimi Goïta a fait voter une constitution. Le même Assimi Goïta a fait des discours pour vous expliquer que il n'y a que par la voie démocratique qu'un pays peut se développer, qu'il ne peut pas se développer autrement. Attendez, est-ce que je peux retrouver ce discours rapidement pour ne pas vous faire attendre des heures? Parce que je l'avais hier, je l'ai lu, je l'ai suivi hier. Non, c'était avant ça. Donc le même Assimi Goïta qui n'arrive plus à respecter la Constitution. Et le voilà en train de essayer... Ah voilà, le voilà. On va l'écouter. C'est juste 1 minute, même moins 45 secondes. C'est Assimi Goïta qui parle. On l'écoute. On l'écoute. Je cite, dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi, les élections doivent être organisées de manière transparente afin que les résultats des scrutins reflètent les votes des citoyens. C'est à cet impératif que répond... Assimi menteur. Désormais, on fait dire par ces sbires que les élections c'est mauvais. Ça n'a rien apporté. Et voilà l'homme qui a fait le coup d'État. Parce que les civils violaient la Constitution. Parce que les civils ne respectaient pas les élections, qui est le premier à ne pas les respecter, mais en cascade. Au moins les civils, quand ils violent une fois, pendant 5 ans, ils se taisent. Lui, combien de fois, les 3-4 dernières années, il a violé les textes. Et maintenant, le voilà, conduisant une transition qui n'avait plus d'acte législatif, d'acte légal, face au pied du mur, le voilà décidé de réunir 256 de ses copains dans une salle pour décider de lui accorder 5 années de plus. Mais 5 années fort difficiles. 5 années cadeaux, mais 5 années qui ne viendront sûrement pas. Parce que le peuple malien s'est levé. Parce que, pourquoi n'organise-t-il pas les élections pour se faire proclamer leader Maximo, lui qui prétend être si populaire? Je vous avais dit qu'il ne l'est plus. Au début, beaucoup de gens se sont fait mentir. Je ne me suis jamais fait avoir par ce genre de choses. Parce que j'ai de la mémoire. Et je vous invite à avoir de la mémoire. Mais je vous l'ai dit la dernière fois, tout simplement parce que même au sein de la junte est scindée en deux. Vous avez d'un côté Sadio Kamara, qui est allié avec Malik Diop, le président du CNT, et de l'autre côté, lui, qui est allié avec principalement le ministre Abdoulaye, comment il s'appelle? Le ministre de l'Intérieur. C'est 2 camps différents. Et le camp de Malik Diop ne veut pas le voir au pouvoir. Ne veut pas le voir continuer le pouvoir. Parce qu'il a pris des habitudes de pouvoir personnel. Aucune Diop, non, pas Abdoulaye Diop, le ministre de Abdoulaye Maïga. Merci beaucoup, Maïga. Maïga. Ils ne veulent plus le voir au pouvoir. Parce qu'il a pris des habitudes de pouvoir autoritaire, personnel, qui ne consulte même plus la junte avec laquelle il est arrivé au pouvoir. Et ces deux-là ont pris leur distance. Et ils lui ont fait comprendre qu'ils ne veulent pas que ce bonhomme reste au pouvoir. Et il sait son impopularité maintenant au sein de la population, puisque, vous savez, le pire ennemi des propagandistes, c'est le temps. Le temps finit par révéler les échecs. Le temps finit par faire comprendre aux gens que vos méthodes d'assassinat ne fonctionnent pas. Et il est dans une difficulté telle, parce que quand je dis ça, ça ne veut pas dire que Sadio Kamara, c'est le bon. Vous savez que Sadio Kamara, c'est le parrain de Wagner. C'est lui qui a étudié en Russie, c'est lui qui est le contact direct de Wagner. Il est le ministre de la Défense. Et c'est lui qui a étudié en Russie, c'est lui qui est le contact direct de Wagner. Et il est tellement bizarre, Sadio Kamara, c'est qu'il a oscillé dans la nationalité française. Et depuis la junte malienne est au pouvoir, il est venu en France au moins 3 fois. Et je le dis avec confirmation. Il est venu en France au moins 3 fois. Et Sadio Kamara, c'est lui qui gère Wagner. Et maintenant, Assimi Goïta a tellement peur de Wagner qu'il est maintenant gardé par des Turcs qu'il a fait venir pour contrer justement le poids du tout-puissant Wagner et qui sont à la solde de Sadio Kamara. C'est ça la réalité. Il ne peut pas aller aux élections, il va les perdre. Sadio Kamara ne le soutiendra pas en cas de renversement. Donc, il veut passer en force, il veut se donner 5 ans cadeaux, comme toutes les juntes ont fait. Comme tous ceux qui ont fait des coups d'État à travers l'Afrique ont fait.
Venir faire des coups d'État pour dire qu'on va libérer l'Afrique, qu'on va retrouver notre identité, qu'on va avoir l'indépendance, la démocratie, la souveraineté, qu'on va lutter contre les pays, c'est pas nouveau, c'est tout le temps comme ça. Je connais très peu de coups d'État qui n'ont pas servi ce discours-là. Ils sont minoritaires. La majorité des coups d'État, c'était plutôt ce discours-là qu'on a entendu. Mais Africains, pourquoi vous n'avez pas de mémoire? Pourquoi vous avez une mémoire de poisson rouge? Pourquoi vous êtes prêts à suivre les mêmes erreurs à chaque fois? Tout le monde qui est arrivé, la majorité de ceux qui sont venus au pouvoir en Afrique sont venus comme ça. Comment vous les appelez là, l'Ougandais là, Idi Amin Dada, tout ce monde est arrivé avec ce discours noiriste. Noiriste. Les Eyadema avaient ce discours noiriste. Eyadema avait interdit les prénoms, tout ça, un peu comme Mobutu. Ils avaient tous le même discours noiriste. Mobutu, c'est un général qui a fait un coup d'État. Toujours pour se faire aimer, il est arrivé avec ce discours noiriste, que c'est fini, que maintenant on va avoir des névroses. Mais ça n'a rien de nouveau. Ils ont tous fini dans le pouvoir personnel. Ils ont tous fini dans le chaos. Ils ont tous fini dans l'échec. Il n'y en a pas qui ont réussi à emmener leur pays d'un point A vers un point X. Parce que à un moment donné, les crimes qu'ils ont commis sont tels et qui sont maintenant des gibiers de tribunaux internationaux, ils ont maintenant peur de quitter le pouvoir. Et votre intérêt ne joue plus. Exactement. Ce qu'a dit le général américain Langlais vis-à-vis de Ibrahim Traoré, on dirait la même chose d'Assimi Goïta. L'argent du pays sert à sa sécurité et à sa protection. Wagner, c'est 800 soldats. Comment voulez-vous que 800 soldats puissent protéger un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés comme le Mali? C'est pas possible. En remplaçant qui? Des armées telles que Barkhane, l'armée qui était là pour les Nations Unies, qui était équipée, qui avait les moyens. Les Nations Unies dépensaient 1,2 milliard de dollars au Mali par an. 1,2 milliard de dollars. Barkhane, c'était un demi-milliard de dollars par an. Le total, avec les aides de l'Union européenne, etc., vous dépassez 2 milliards de dollars par an. 2 milliards. Mais réfléchissez un peu. Moi, je ne vous emmène pas à des vérités mystiques, mais simplement à faire tourner votre cerveau. Il sert à quelque chose quand même. Comment voulez-vous qu'avec 2 milliards de dollars, vous les chassez pour remplacer avec une petite équipe et combien de soldats? Vous allez me le rappeler, 5 000, 8 000 soldats. Vous les chassez, vous les remplacez avec une petite équipe de 600 soldats que vous devez payer vous-même 10 millions de dollars. Comment vous pouvez arriver à un résultat? Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a plus d'intention de lutter contre le djihadisme. La seule intention, c'est de protéger votre pouvoir. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'intention de lutter contre le djihadisme. Quand vous chassez 5, 6, 7 000 personnes qui vous dépensent 2 milliards pour vous, cadeau gratuit, pour que vous allez payer 10 millions à une équipe de mercenaires qui est composée de quoi? De repris de justice, de retraités de l'armée, de personnes qui étaient des professeurs d'éducation physique qui sont recrutés dans les rues. C'est ça, Wagner. Que vous payez 10 millions de dollars et vous voulez avoir un résultat meilleur que les armées professionnelles, occidentales, avec les armes les plus puissantes que vous avez. Ah, mais quand les Blancs étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais le résultat, c'est pas ou c'est tout noir ou c'est tout blanc. Mais si quand les Blancs étaient là, il y avait 100 morts par an. Après eux, on en est à 900 morts. C'est-à-dire que vous faites 900 fois pire. Personne n'est venu pour vous dire que eux, dès qu'ils arrivent, ils appuient le bouton, les choses s'arrangent. Personne ne vous dira ça. Les États-Unis sont restés 20 ans en Afghanistan, ils n'ont pas mis fin au terrorisme. Ils n'y ont pas mis fin. C'est compliqué, c'est des trucs assez difficiles. Mais on ne mesure pas les choses où tout était mort, où tout est vivant. Non, entre les deux, il y a de la marge. Lorsque vous avez ce soutien-là, ben, il y avait 100 à 200 morts par an, civils. Les militaires sont faits pour mourir, excusez-moi de vous le dire. Mais lorsqu'ils sont partis, vous vous êtes retrouvés avec vos terroristes, comment vous les appelez, vos mercenaires, mais vous en êtes à 900 morts. Aujourd'hui, il y a plus de morts civiles causées par l'armée malienne que de morts civiles causées par les djihadistes. J'ai vu des images, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, où ce sont les soi-disant djihadistes qui vont prévenir les populations de quitter leur village et de fuir parce que Wagner arrive et Wagner, quand ils arrivent, ils massacrent tout le monde. Wagner et ses supplétifs de l'armée malienne. Je ne me trompe pas du sens. Quand ils arrivent, c'est pour massacrer les populations. J'ai vu des vidéos où ils vont prévenir les populations de fuir. Les populations s'enfuient et ceux qui ne peuvent pas partir, ceux qui restent, sont ensuite achevés par Wagner et ses supplétifs de l'armée malienne. Voilà là où nous en sommes. Il y a plus de... Et c'est pas moi qui le dis. Les rapports sont là, multiples. Il y a plus de civils tués par l'armée officielle du Mali et par Wagner que de civils oxy par les nommés djihadistes, qui ne sont pas des gens sympathiques non plus. Hein. Le djihadiste, c'est le copain de personne. Donc, voilà la situation de chaos dans lequel il suffit de payer des propagandistes sur les réseaux sociaux
pour vous expliquer que il monte en puissance, tout va bien, alors que c'est la catastrophe la plus totale. Et il vient demander aux Maliens qui vivent la situation, qui comprennent qu'il devient dramatique, de leur accorder 5 ans. Ils ne demandent même pas aux Maliens. Il réunit 500 copains pour leur donner 5 ans. Cela est insupportable. Les Maliens sont sortis hier. Ils se sont levés pour dire non. Ils sont levés pour réclamer la liberté. Ils sont levés pour demander la fin de la dictature. Mais malheureusement, avec les Africains, je peux vous le dire, dans 10 ans, de nouveaux coups d'État vont venir, qui vont vous expliquer, qui viennent vous libérer, et il y aura encore des crétins pour le croire. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a des Maliens qui sont là, qui vont nous raconter cette journée historique, ou d'autres qui ont des questions à poser, pourquoi pas. Aujourd'hui, on passe rapidement au débat. D'habitude, je fais plus d'1 heure. Aujourd'hui, on passe rapidement au débat. Donc, je vous en prie de faire vos demandes et de monter. J'espère que mon système est mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, on a fait un live où j'étais quasiment à l'aveugle. Je ne pouvais même pas voir les gens qui montaient. Allez, je vous en prie, faites vos demandes. Montez, nous allons faire notre chance. Montez. 93 vidéos me dit 1 million de kilomètres carrés pour le Mali et 2 millions pour l'Algérie. La France a été généreuse avec ces pays ingrats. Et oui, on a tendance à oublier que ces pays sont des créations totales de la France. On se battra pour les frontières du Mali. On se battra. Pas 1 kilomètre de frontière. Vous savez ce que ça veut dire en réalité? On se battra pour le cadeau de Papa de Gaulle. On ne trahira pas Papa de Gaulle. On ne perdra pas 1 seul mètre carré que Papa de Gaulle nous a donné. C'est ça que ça veut dire. Mais on ne réfléchit pas assez. On ne réfléchit pas. Pathétique. Bonsoir à tous.